Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour cette rencontre. Donc, moi, je ne suis pas sortie très, très longtemps du master. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans la vie professionnelle et 1 an que je suis plus dans le master. Donc, je suis assez contente de pouvoir m'exprimer. Et puis, en plus, c'est très agréable ces moments-là de rencontre parce que ça permet de faire un peu un retour sur notre vie professionnelle qu'on ne fait pas forcément au quotidien. Donc, ça oblige un peu de réflexion sur nos propres pratiques. Moi, au quotidien, ce que je fais, donc, je suis consultante éditoriale au sein d'une agence de communication qui s'appelle Sroika. Alors, la communication éditoriale, ça veut un peu tout et rien dire. Enfin, c'est pas vraiment... c'est pas évident, en fait, de préciser exactement ce que ça... Enfin, quelles sont mes tâches au quotidien. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que ce que je fais la plupart du temps dans ma journée, c'est de passer des entretiens avec des professionnels, des dirigeants, faire de la retranscription, je fais beaucoup de retranscription, et réussir à saisir les formulations dans ce que vont dire les dirigeants, qui va faire écho à ce qu'on identifie comme étant des signaux faibles qui vont traduire des des éléments structurants ou des changements de société ou de transformation du monde économique. Moi qui viens d'un parcours plutôt universitaire, ce que ça suppose, c'est que je suis obligée de partir du discours des dirigeants, de partir du discours des collaborateurs et essayer de voir comment je peux éclairer ça à partir de mes compétences, de mes connaissances macroéconomiques en philosophie, ou connaissances en macroéconomie et en philosophie. Et l'idée, c'est de réussir à donner plus de poids, une portée signifiante à ces discours, ou en tout cas à ces prises de parole des dirigeants ou des collaborateurs. Donc en gros, ce que je fais au quotidien, c'est quasiment l'inverse de ce à quoi j'étais formée dans ma recherche. C'est-à-dire que normalement, quand on est en recherche, on travaille sur des textes, on part des textes et après on les amplifie. Alors que moi, véritablement, ce que je fais au quotidien, c'est partir des discours des clients, enfin de nos clients, ou en tout cas des gens qu'on rencontre, et essayer à partir de philosophes ou parfois d'économistes ou parfois de romanciers. Là, par exemple, on travaille sur le Club Med et ça suppose d'avoir une petite... travailler sur Edith Wharton, des choses comme ça. Et donc d'essayer donc en fait, au quotidien, ça suppose un travail de veille permanente, des compétences journalistiques et aussi un très bon relationnel parce qu'il faut que les clients travaillent avec l'agence dans un climat de confiance. Du coup, pour vous présenter un peu Sroika, ce qu'on fait, donc je pense que là, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc en gros, on est sur 3 métiers. Et là, pour ce qui nous intéresse en termes de RSE, c'est plutôt 2 métiers. Donc à la fois une agence éditoriale au service de la stratégie. Ça veut dire que l'idée, c'est de participer au rayonnement externe d'une marque ou d'un dirigeant. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, en accompagnant Thomas Huriez. C'est le directeur, le DG de 1083. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est des jeans qui sont faits complètement en France. 1083, c'est la distance maximale entre l'endroit où est fait le jean et le lieu et les magasins. Donc, c'est tout un projet de réindustrialisation du jean. Et donc, lui, on l'a accompagné dans sa stratégie éditoriale, c'est-à-dire qu'on a participé, on a contribué à écrire un livre qui s'appelle Remade in France. Et donc là, en fait, on explique quelle est la démarche de Thomas Huriez. Et en fait, ça participe au rayonnement externe de la marque. Voilà. Et on a un second métier, ou en tout cas une seconde activité, qui est une agence de conseil en communication pour les dirigeants. Et donc là, on va les accompagner dans leur communication auprès des actionnaires, des clients et auprès de l'interne, donc en fait, auprès des parties prenantes. Et là, donc, on accompagne les dirigeants du CAC 40, mais aussi de la mouvance Impact, et notamment Eva Sadoun. On a déjà préparé on l'accompagne dans sa communication, que ce soit des tribunes ou quand elle doit s'exprimer à la radio. Voilà. Donc, pour parler de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la RSE. Pour définir la RSE, il me semble qu'il y a 3 points qui sont importants. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, et encore...
Je pense que voilà. Donc, premier point, donc pour moi, il y a 3 points qui sont importants. C'est tout d'abord que la RSE, c'est pas quelque chose de nouveau. En réalité, il existe en fait une proto-RSE ou ce qu'on appelle du paternalisme d'entreprise. Ça émerge à partir de la Révolution française autour du saint-simonisme. C'est ce que donc là je vous ai mis des références parce que évidemment j'ai pas le temps, enfin, on n'a pas le temps d'en parler plus en détail, mais je trouve que c'est important et puis souvent on nous demande auprès des clients d'avoir conscience que en fait la RSE c'est pas juste quelque chose qui naît enfin maintenant, ou en tout cas la question de la responsabilité très tôt elle apparaît dans l'émergence de ce qu'on appelle l'industrialisme, ou en tout cas au tournant donc de la Révolution française. La question de la responsabilité, elle est présente, par exemple, c'est Jean-Baptiste C. qui, dès 1804, dans un écrit sur les entrepreneurs, définit l'entrepreneur par rapport à la responsabilité qu'il a dans son activité. Donc, en fait, cette question-là, elle est importante et en fait, elle est ancienne, je veux dire, elle est ancienne. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec, donc là, je vous ai mis l'article, le livre de Blanche Sécrestin, La mission d'entreprise responsable. Blanche Sécrestin, c'est elle qui a présidé, qui a participé aux réflexions autour de la raison d'être et de la loi Pacte. Et en fait, ce qu'on trouve, donc c'est proche de la mouvance autour de, c'est le collège des Bernardins, qui travaille sur l'idée de civilisation. En fait, il essaie de reconceptualiser l'entreprise, parce qu'en fait, on parle beaucoup en histoire du marché, on parle beaucoup d'économie, mais en fait, on n'a jamais véritablement conceptualisé ce que c'était l'entreprise comme forme historique de transformation de l'environnement ou de transformation des sociétés. Et donc, eux, ils travaillent vraiment sur cette force civilisationnelle que serait l'entreprise. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que la RSE, c'est pas quelque chose qui est récent. Et puis en fait, on le retrouve aussi dans l'histoire mutualiste, notamment des caisses d'épargne, des banques populaires. Voilà. Donc le second point que je trouve important à souligner d'abord sur la RSE, c'est que, donc je pense qu'on peut passer à la page suivante. Oui, merci. Donc le second point que je trouve important, c'est que la RSE, c'est ce qu'on appelle du droit souple. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui mettent volontairement en place des mesures RSE. Donc ça, c'est dans ce que dit la définition. Mais donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les forces en fait du capitalisme qui, en quelque sorte, se régissent elles-mêmes. Mais en fait, ce qui est compliqué en fait dans l'idée de la RSE, c'est qu'il y a quand même une forme de contrainte parce que ce droit souple, il est encadré par des normes qu'on appelle de hard law, qui sont les principes de l'OCDE, les droits de l'homme et la norme ISO 26000. Alors la norme ISO 26000, en gros, ça reste une norme, donc en fait c'est un principe, ça a été mis en place en 2010. Donc évidemment c'est un principe d'organisation, de recommandation qui repose alors sur 7 principes. C'est la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations de conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Et donc là, ce sont juste des recommandations pour réussir un dialogue efficace avec les parties prenantes, pour qu'une entreprise puisse être crédible du point de vue de sa communication et mettre en place un dialogue efficace. Ce qui se passe, c'est que en fait, la norme ISO 26000, elle influence beaucoup les décisions qui sont prises, ou en tout cas les textes de l'OCDE et les textes des droits de l'homme. Bon, et là, je vous ai mis une image du Rana Plaza, parce qu'en fait, c'est ça, quand on pense à la RSE, on pense souvent à cet événement-là, où en fait, il y a un hôtel, un bâtiment qui s'est effondré, alors je ne sais plus où c'était, mais au Bangladesh, voilà, au Bangladesh, qui s'est effondré, et en fait, on a découvert qu'il y avait des vêtements H&M à l'intérieur, des vêtements qui étaient conçus par H&M à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que H&M est responsable du fait qu'il y a des gens qui meurent à l'autre bout du monde parce que les normes ne sont pas, parce que les conditions de travail ne sont pas respectées. Et donc là, en fait, H&M doit volontairement mettre en place des normes RSE, normes RSE, mais en même temps, il est quand même contraint par les droits de l'homme, qui fait qu'on ne peut pas, en fait, que les travailleurs ne peuvent pas travailler dans des conditions qui sont indécentes, voire dangereuses pour leur vie. Voilà, bon, je vais accélérer. Et donc le troisième point qui me semble important, c'est que la RSE, il faut pouvoir la considérer comme étant un outil d'adaptation des entreprises aux enjeux liés au développement de la mondialisation contemporaine.
je pense que ce qu'on voit, c'est que la RSE, donc, à partir le fait qu'en fait c'est de la soft law, mais en réalité c'est vraiment très très contraint par des normes internationales, bah, c'est que la RSE, c'est pas une question de morale. C'est pas du tout une question de morale, c'est une question de stratégie, c'est une question de projection sur le long terme et une question d'anticipation ou d'adaptation et de gestion des risques extra-financiers. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment voilà, c'est vraiment une question d'adaptation des entreprises à la mondialisation contemporaine. Voilà. Et donc la thèse que j'aimerais, qui découle de ça, c'est le fait que la RSE, elle prend tellement de place aujourd'hui dans la stratégie des entreprises qu'on peut vraiment, on peut presque dire qu'elle est dépassée. En fait, on pourrait presque dire que la RSE, ça n'existe plus aujourd'hui. Que en fait, c'est complètement intégré dans la stratégie, dans les stratégies de l'entreprise. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde économique, ce que nous disent les dirigeants et ce qu'on voit, c'est que on constate qu'il y a à la fois des boîtes qui sont impact natives, en tout cas, c'est ce que et par exemple, une des boîtes qu'on accompagne qui s'appelle Ita.co et qui fait de l'investissement à partir de l'épargne de particuliers, et des entreprises plus traditionnelles qui sont en train de remodeler leur modèle économique à l'aune de nouveaux risques climatiques et sociaux. Et ce qu'on observe, c'est que les forces du capitalisme financier qui sont à l'œuvre, notamment pour les engagements des hydrocarbures, on observe qu'il y a des forces de capitalisme financier qui font qui vont forcer des grandes entreprises à changer leur modèle. C'est le cas par exemple de Shell, qui est l'un des leaders des hydrocarbures et qui a été contraint par un fonds activiste de disjoindre ses activités en hydrocarbures et écologistes et de créer une nouvelle marque pour la transition. Et on voit aussi que en fait, les choses sont en train de bouger, par exemple sous l'impulsion de BlackRock et de sa lettre aux actionnaires. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une remontée de la RSE au niveau stratégique et que la survie des entreprises qui hier contribuaient à la permanence du monde industriel doivent aujourd'hui se transformer. Et de ce point de vue-là, les dirigeants avec lesquels on discute considèrent qu'il y a vraiment un avant et un après. Et donc, la conséquence de ça, c'est que la RSE n'existe plus et qu'elle n'a jamais vraiment été en vogue et que voilà, aujourd'hui, la RSE, c'est un outil d'adaptation des entreprises aux enjeux de contribution sociale. Voilà. Donc là, par rapport à ça, quelles sont les conséquences pour nos métiers? Alors, premièrement, il y en a beaucoup qui vont dire que la RSE dans les métiers de la communication, c'est surtout un outil de manipulation. Du coup, sur la slide suivante, merci. Donc, que la RSE, c'est surtout un outil de manipulation. Souvent, quand on parle de communication et RSE, on parle de qu'est-ce qui est du greenwashing et qu'est-ce qui n'en est pas. Sous-entendu, qu'est-ce qui serait seulement du dire et qu'est-ce qui serait vraiment lié à un faire. La question de la RSE comme outil de manipulation, c'est notamment l'une des thèses qui est développée dans le classique, la nouvelle étude du capitalisme. Bon, ils ne parlent pas de la RSE, mais en fait, ils disent que le capitalisme en fait mute en permanence et intègre toujours ses critiques, et donc la RSE ne serait qu'une nouvelle forme, une manière d'un outil d'adaptation, et donc en fait, ce serait juste une nouvelle forme du capitalisme. Et dans la société ingouvernable, Grégoire Chamaillou donc aussi défend l'idée plus clairement que la RSE, c'est une manière de réintégrer, d'obtenir le consentement des salariés au sein des entreprises. Mis à part cette critique-là, ce qu'on peut dire, c'est que pour les communicants, la RSE, elle doit être un outil au service du positionnement stratégique, au service des communications des preuves, pour continuer à engager les collaborateurs et dynamiser la marque employeur. Dans un contexte où l'information est extrêmement disponible, où il est facile de se documenter et où les activités, où en fait on n'a jamais eu autant, l'information n'a jamais été autant disponible, et c'est très facile aujourd'hui de se rendre compte en fait qu'une activité, qu'une entreprise n'est pas respectueuse de l'environnement ou de ses salariés. Et donc par rapport à ça, moi avec ma petite expérience de 2 ans, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que du point de vue de la RSE, il y a 3 bonnes pratiques qui sont qu'il faut s'appuyer sur une communication incarnée par les dirigeants d'entreprise,
C'est-à-dire que de plus en plus, la RSE, elle doit être prise en charge par le COMEX. Et ça, on le retrouve dans le dernier baromètre RSE de 2021, qui explique que 65% des entreprises ont mis au COMEX les questions d'enjeux RSE. Donc en fait, ce sont les dirigeants, le comité directeur de l'entreprise qui prend en charge ces enjeux de RSE, et ça montre bien que c'est quelque chose qui est très important dans la stratégie des entreprises, et surtout que c'est c'est un moment, la communication autour de la RSE, pour que les dirigeants puissent prendre la parole et montrer une forme de solidarité avec leurs employés. Donc la seconde bonne pratique que moi je vois, c'est que le moment d'une communication RSE, c'est l'occasion de construire un discours collectif. C'est vraiment l'idée que, en gros, c'est un moment de communication particulier au sein de l'entreprise. Nous, on avait travaillé notamment sur la MGEN au moment de la définition de leur raison d'être, et on pouvait voir que, en gros, on a interviewé des gens sur tous les échelons, et que c'était très important en fait que chacun puisse s'imprégner des éléments de langage, que chacun puisse réfléchir et critiquer ces éléments de langage, et à la fin voilà, enfin, on voit que c'est un peu un moment de réflexion sur ce qui fait une entreprise et ce qui fait sa spécificité. Et la troisième bonne pratique que moi je vois, c'est le fait d'inscrire ces engagements dans l'histoire de l'entreprise. Donc comme j'ai pu le montrer, au fond, la RSE, c'est quelque chose qui est, surtout quand on travaille, nous on travaille beaucoup avec des mutuelles et des assureurs et des banques. Et au fond, les questions de mutualisme, de corporatisme, en fait, elles sont anciennes. Donc, par exemple, quand on travaille avec une banque, avec les banques populaires et les crédits coopératifs, en fait, ces questions d'engagement, elles ne sont pas nouvelles. Et c'est la même chose avec les MGEN. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'en réalité, il y avait un engagement, que c'était plus 50 ans d'histoire qu'on réécrivait grâce à la rédaction de cette raison d'être. Voilà, donc du coup, pour conclure, parce que pour laisser... pour conclure par rapport à ça, ce qui est certain, là, sur la RSE, si on peut faire un bref, c'est qu'une boîte ne peut aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir de stratégie d'impact. Et ce qu'on peut voir, et ce que nous disent les dirigeants, c'est qu'en fait, là, on a été ces 10 dernières années dans la décennie de la stratégie digitale. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on entre dans la décennie des fonds à impact, des consultants, des convergences et des rachats. C'est-à-dire que les questions de RSE, en fait, elles vont avoir une conséquence du point de vue de l'organisation des entreprises, ou en tout cas du point de vue de leur stratégie. Et voilà, donc c'est en train de devenir très, très déterminant. Et donc, en fait, ça va modifier le paysage économique, là, et ça le modifie déjà. De ce point de vue-là, je pensais faire une ouverture sur donc là, les entreprises peuvent-elles soutenir les enjeux écologiques et sociaux. Donc, en préparant cette intervention avec mon patron, on a vu quand même qu'il y avait il y a peut-être une limite à ces questions de RSE, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux problèmes dans le monde, pour le faire vite. Il y a les risques liés au climat et les inégalités qui sont de plus en plus grandes et qui sont en fait aussi des enjeux macroéconomiques. Vous pouvez aller voir les travaux de Piketty sur ça. Et l'entreprise, pour être assez moderne, elle doit s'embarrasser de ces questions. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre les enjeux écologiques et sociaux, notamment parce que, en fait, les questions, si les entreprises veulent être en phase avec les enjeux économiques, avec les risques liés au climat, elles doivent faire de forts investissements, ce qui peut se répercuter sur l'inflation. Là, c'est l'un des gros risques aujourd'hui, et aussi sur l'engagement des collaborateurs. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est une question ouverte. Je peux revenir dessus après parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais en gros, je pense que c'est l'une des grosses questions. Et là, je vous ai mis le rapport de l'Institut Rousseau et des Amis de la Terre sur le fait que
bah, en fait, si les banques mondiales, les 11 plus grandes banques de la zone euro, changer tous leurs actifs fossiles, bah, en fait, elles feraient faillite. Voilà. Voilà. Merci de votre attention.